souhaite la bienvenue à tous. C'est un plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui pour vous accueillir au nom de l'espace René Lévesque. Je me présente, Alain Rioux, je suis le DG de l'espace René Lévesque et je vous souhaite la bienvenue. Dans un premier temps, peut-être que je ferai un petit historique, bref historique sur la question du concours prise de parole. Donc l'idée est venue à un membre du conseil d'administration de l'espace René Lévesque, M. David Boulet. Notamment parce que, bien entendu, comme on le sait tous, M. Lévesque était un orateur incomparable et un charisme extraordinaire. Bon, et ce n'est pas le moment de tenter de faire une succession de qualités à M. Lévesque, ça a déjà été fait auparavant. Et l'autre aspect intéressant, c'est que M. Lévesque a commencé sa carrière ici à New Carlisle, à CHNC. Il avait à peu près l'âge des personnes qui vont venir vous parler aujourd'hui. Donc, ces deux choses-là mises ensemble, je pense que ça a été un peu le coup de foudre pour démarrer le concours prise de parole. Et il y a un autre aspect aussi, selon mes sources, c'est que M. Lévesque, quand il prenait la parole en public, il était toujours très bien préparé. Et la préparation, c'est comme dans n'importe quoi, vous le savez, n'importe quel art ou n'importe quel métier, la préparation, quand on fait quelque chose publiquement, c'est une clé du succès. Et à cet égard, en 2023, Espace René Lévesque a produit un nouveau document, un atelier, pour stimuler, pour donner des petits moyens techniques aux enseignants et aux étudiants qui participent au concours prise de parole. Donc, il y a toutes sortes de choses là-dedans pour faire le plan de match. On parle aussi les questions de crédibilité, l'argumentaire, différentes façons de développer une argumentation, l'intonation, varier le ton, varier le rythme, ce genre de choses-là. Et bien entendu, en bout de ligne, la question du non-verbal. Donc, les psychologues nous disent que le non-verbal compte pour plus de 50% dans le succès d'une prise de parole en public. Et voilà. Mais en conclusion, on peut dire qu'une prise de parole ou un discours, c'est un acte social. C'est comme une rencontre, c'est comme une conversation avec quelqu'un, sauf que la communication entre l'émetteur, qui en ce moment est moi, et le récepteur, c'est le groupe, c'est le public, c'est l'audience, à la différence d'une conversation ordinaire qu'on aurait avec quelqu'un au coin de la porte de l'épicerie, par exemple. Toutefois, il ne faut pas négliger le rôle de l'audience, je crois, même si on voit l'audience comme étant un participant plus passif dans la communication, parce que l'audience accueille, l'audience montre son intérêt. Et là, vous me voyez, je réchauffe la salle un peu pour accueillir nos prochains participants. Ceci étant dit, dans la procédure, comme on va procéder, les gens vont venir faire leur petit discours. Après ça, il y aura peut-être une petite communication avec les membres du jury. Et ensuite, je reviendrai entre les participants pour dire un petit mot en intermède. Donc voilà, l'heure est venue de vous présenter notre première concurrente. Et avant même qu'elle monte derrière le micro, j'aimerais lui décerner un petit prix virtuel, un ruban virtuel vert et blanc. Et comme probablement plusieurs le savez d'entre vous, c'est le signe de la persévérance. Donc, elle était avec nous l'an passé, elle a fait un discours l'an passé, elle revient cette année. Et c'est à cet effet-là que je lui décerne un petit prix pour sa persévérance. Alors, la langue française, un trésor à préserver dans nos écoles. Mesdames, Messieurs, veuillez accueillir chaleureusement Océane Cyr. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui, je trouve, est très important pour la société et l'avenir des jeunes. Selon moi, le langage codé qu'utilisent les ados pour texter nuit à l'apprentissage de la langue française.
D'après Bernard Drinville, ministre de l'Éducation, les jeunes d'il y a 20 ans et les jeunes d'aujourd'hui, ce ne sont pas les mêmes jeunes. C'est en français écrit que les élèves ont le plus de difficultés. Ça se reflète d'ailleurs dans les résultats de l'épreuve ministérielle d'écriture de français, dont pas moins de 52% des étudiants ont échoué à cet examen l'an passé, en 2023. C'est pourquoi je pense sincèrement que nous devrions évaluer l'orthographe dans toutes les matières et pas seulement en français. Dans ma prise de parole, je vais vous parler du point de vue du gouvernement québécois face à cet enjeu en éducation. Je vais vous parler de mon parcours personnel dans l'école et finalement, je vais vous donner des solutions pour essayer de remédier à cette situation. Premièrement, un élève qui commet des fautes de français est pénalisé uniquement lors d'une évaluation en écriture. Il est interdit de lui enlever des points pour des fautes d'orthographe dans les autres matières et même lors d'évaluations de lecture dans un cours de français. Plusieurs s'entendent toutefois pour affirmer que les fautes de français dans les autres matières devraient être soulignées par les enseignants sans toutefois être prises en compte dans la note finale, tandis que d'autres suggèrent carrément que les fautes de français devraient être évaluées dans celle-ci. Le problème majeur actuellement avec les enseignants qui aimeraient le faire, c'est qu'il est écrit noir sur blanc dans le régime pédagogique du ministère de l'Éducation du Québec qu'il est strictement interdit d'enlever des points aux élèves qui commettent des fautes d'orthographe en dehors de leur cours de français. Sinon, les enseignants risquent rien de moins que les mesures disciplinaires, mais le congédiement. En revanche, selon le point de vue de certains ministres du gouvernement du Québec, le français, c'est important en tout temps. C'est en effet ce que Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, a dit pendant l'un de ses discours. Il a exactement dit, et je cite, « Notre culture et notre langue sont l'essence même de ce qui nous définit comme nation québécoise. Allier la culture et l'apprentissage du français à l'école ne peut qu'être bénéfique pour nos jeunes. » Ce n'est pas du subjonctif de l'imparfait mal conjugué à la troisième personne du pluriel dont il est question présentement. C'est de S, manquant en pluriel, d'accents graves qui ne sont pas sur les A, et même de deux verbes conjugués différemment mais rattachés au même sujet. Ce sont des fautes de base qu'il faudrait savoir détecter et corriger en sortant de l'école primaire. C'est surtout pour cette raison qu'il faudrait que le gouvernement québécois revoie son régime pédagogique, car notre langue maternelle est le français. Et je trouve que c'est inacceptable que nous ne sommes même pas capables d'en faire bon usage. Oui, c'est vrai, ça passe par l'effort constant imposé aux élèves dans les autres matières. Et selon moi, il ne suffit pas seulement de souligner les fautes, mais de clairement pénaliser, comme le feront d'ailleurs nos professeurs au cégep et à l'université. Ici, à Chandler, nous ne sommes pas épargnés des conséquences. En effet, depuis mon entrée au secondaire, je vois que la plupart des jeunes ont de la difficulté à bien écrire. Moi, pour qui le français n'a jamais été un problème majeur, je trouve cela urgent qu'il y ait des actions concrètes pour que les élèves réussissent mieux leur français. L'année prochaine, je pars pour le cégep, et là-bas, le français occupe une très grande place. La qualité de l'écriture représente entre 10 et 20 % de la note finale dans toutes les matières. Pourquoi ce n'est pas pareil au secondaire? Car nous allons arriver l'année prochaine et toutes nos notes vont être affectées car l'orthographe sera corrigée. Ce n'est peut-être pas important pour tous les étudiants, mais pour moi, c'est quelque chose qui ne devrait même pas être stressant pour l'entrée au cégep. Et pourtant, ça l'est. De plus, bien écrire n'est pas juste utile pour l'école. Ça l'est aussi pour les entretiens d'embauche concernant la pratique de nos futurs métiers et professions, mais aussi nos publications sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, voir une publication où il y a énormément de fautes ne me prouve pas que cette personne est sérieuse et crédible dans ce qu'elle dit. Quand on y pense, la maîtrise du français est la première chose dont on devrait tenir compte lors de ces situations. Pour revenir à la citation de Mathieu Lacombe que j'ai nommée précédemment, « Le français est l'essence même de notre nation. » Mais personne ne le traduit concrètement dans nos écoles. Donc, personne ne porte attention à son français dans ses devoirs, ses publications et même ses textos. Revenons maintenant sur l'examen du ministère de français. Est-il normal que plus de 52 % des étudiants échouent cette évaluation? Selon moi, le gouvernement devrait se poser la question « Pourquoi ?» plus souvent et de manière plus sérieuse. Cette année, en secondaire 5, nous sommes environ 39 étudiants. Si on applique les statistiques de l'année dernière à notre cohorte de 2024, ça voudrait dire qu'aux alentours de 20 élèves sur un total de 39 échoueront cette évaluation et ne pourront pas recevoir leur diplôme d'études secondaires. Quand on y pense, c'est énorme. Aussi, les différents niveaux d'enseignement préscolaire, primaire, secondaire, collégial et universitaire ne se coordonnent pas suffisamment au Québec.
Selon moi, il faudrait unir certains programmes et même que les professeurs coopèrent plus entre eux dans les transitions pour nous permettre de mieux arrimer notre passage du secondaire au collégial, par exemple. Car présentement, les étudiants qui font leur première évaluation d'écriture de niveau collégial ont des notes encore plus basses que celles qu'ils avaient au secondaire. Si on avait mis plus d'emphase sur l'orthographe au secondaire, j'imagine que les collégiens se débrouilleraient mieux et il y aurait moins de décrochage scolaire au niveau collégial. Finalement, le plus important à retenir de ce passage est qu'il faut agir et réformer au plus vite notre système scolaire. Bref, selon l'opinion d'une élève de 5e secondaire qui part bientôt pour le cégep, je crois qu'il faudrait mieux nous préparer à cette prochaine étape. Maintenant, je vais vous proposer quelques solutions qui, selon moi, pourraient certes aider à remédier à cette situation. Premièrement, les fautes de français dans les autres matières devraient être évaluées par tous les enseignants. La qualité de l'écriture ne devrait pas reposer uniquement sur les enseignants et enseignantes de français, mais sur toute l'équipe école. Aussi, il faudrait faire écrire plus souvent les élèves. Ça les aiderait pour apprendre de leurs erreurs récurrentes et ça pourrait même les préparer pour les études supérieures où l'écriture est très importante. De plus, si les enseignants ne sont pas d'accord avec la formule que je viens de présenter, ils devraient au moins souligner les fautes et les faire corriger par l'élève pour lui envoyer le message qu'il a de la difficulté avec son orthographe. La solution qu'il faut également mettre de l'avant, c'est de prioriser la lecture. En effet, une étude à propos du développement des enfants faite par le gouvernement du Québec nous donne un portrait intéressant de l'importance de la lecture sur la réussite scolaire. Il est prouvé que lire améliore les capacités d'écriture. En effet, depuis que je suis toute petite, ma mère m'a transmis sa passion pour la lecture. Et chaque soir avant de me coucher, je lisais un livre. Et maintenant, mes efforts ont porté fruit. Car en plus d'aimer la lecture, j'ai conscience que ça m'a grandement aidé avec mon orthographe. Ma dernière solution est la révision des programmes de français au primaire et au secondaire. Comme ça, je crois que les élèves auront moins de difficultés lorsqu'ils quitteront le primaire, car tout sera une question de vase communicant. Le primaire sera raccordé au secondaire et le secondaire sera un vrai pont vers le cégep. Pour terminer, je crois que vous avez compris que, selon moi, l'orthographe devrait être évaluée dans toutes les matières à l'école. Car premièrement, les élèves auront moins de difficultés avec leur français lorsqu'ils quitteront le secondaire et les notes ministérielles seraient bien plus élevées et aussi les moyennes des élèves en français. Rappelons que la langue française est le trésor le plus précieux que possède notre nation québécoise. Faut-il se rappeler qu'au Québec, nous sommes entourés de millions et de millions d'anglophones dans le reste du Canada et chez nos voisins états-uniens. On est un peu comme le village gaulois qui fait face à l'Empire romain dans Astérix. Mais cependant, je dois vous avouer que tout n'est pas gagné. Sérieusement, comment peut-on prouver aux étudiants québécois que leur français est important, quand même M. Legault, qui craint que le Québec devienne une Louisiane du Nord, fait un discours sur l'importance de la langue française et a lui-même utilisé le mot « cool ». Bref, je suis consciente que ma prise de parole aujourd'hui impose une réforme en profondeur de notre système d'éducation et représente un très long processus afin d'atteindre le but. Mais, comme on me l'a toujours si bien dit, cela paraît toujours impossible avant que cela ne soit fait. Merci beaucoup. Bonjour, Océane. J'étais là l'an dernier. Peux-tu me rappeler c'était quoi ton sujet l'an dernier? L'an dernier, c'était l'avortement. Oui, c'est vrai. Félicitations. C'est un très beau départ. La langue française, pour mes collègues juges et moi, c'est assez important aussi. Donc, on va cogiter là-dessus, mais félicitations. Merci beaucoup. Je vous informe que c'est une première pour moi d'entrée de jeu. Je travaille où René Lévesque a débuté, là, à CHNC. Je te félicite aussi. C'était fort intéressant et je dirais que tu avais une bonne argumentation. Alors, comme le précisait mon collègue, on va en discuter puis on verra ce qui va ressortir de ça. Mais encore une fois, bravo pour ta persévérance. Un grand merci. On a parlé Alors, une raison de plus d'interpeller le ministre de l'Éducation et le ministre de la Culture et le gouvernement. Ceci étant dit, je vous présente brièvement nos partenaires au concours Prise de parole
notamment l'Assemblée nationale du Québec et le ministre de l'Éducation en tant que tel. Donc, on va lui faire un petit rappel sur la question d'aujourd'hui. Donc, c'est l'Assemblée nationale du Québec. Essentiellement, ce sont des députés et des ministres qui nous ont donné des petites subventions dans le cadre des programmes de soutien à l'action bénévole. Desjardins, les caisses populaires Desjardins de la région qui soutiennent le projet depuis le début, d'ailleurs qui nous fournissent les sommes nécessaires pour les prix qu'on remet aux participants. Un premier prix de 500 $, un deuxième de 300 et un troisième de 200. TVA, CHAU, la télévision que vous connaissez très bien, qui offre aux jeunes qui participent aujourd'hui une journée de stage dans leur studio à Carleton. Donc, et la Fondation René Lévesque, qui est notre partenaire principal en 2024. Donc, Espace René Lévesque, Fondation René Lévesque, donc il y a un lien de proximité évident. La municipalité de New Carlisle, qui est notre hôte ici aujourd'hui. Et Télévague, M. Joseph, qui est derrière la caméra, qui nous soutient également dans ce projet cette année. Donc, voilà pour nos partenaires. Maintenant, je vous présente notre deuxième orateur. Le titre de sa présentation, « Changer pour mieux accueillir », évolution nécessaire pour des Jeux olympiques durables. Monsieur William Sweeney, s'il vous plaît. Récemment, j'ai lu qu'un montant de 1 milliard de dollars était prévu dans le prochain budget fédéral pour financer des programmes de repas pour 400 000 jeunes dans des écoles. Ce programme est très nécessaire pour ces jeunes et utile, car il soutiendra des jeunes dont les besoins fondamentaux peinent à être comblés, car nous savons l'importance d'une bonne alimentation pour ces enfants. Néanmoins, quelques semaines plus tôt, le gouvernement provincial allait eux aussi investir 1 milliard de dollars, mais ce ne sera pas pour des jeunes défavorisés, mais pour reconstruire le toit du Stade olympique de Montréal. À quoi faire? À ce jour, 4 milliards de dollars ont été engloutis pour la construction et l'entretien du bâtiment, qui a pratiquement été inutilisé depuis les Jeux olympiques de 1976 et la disparition des Expos en 2004. Alors, est-ce un investissement rentable ou un coup d'épée dans l'eau? Actuellement, un enfant sur 5 vit de l'insécurité alimentaire au Québec. Chaque année, l'humanité consomme plus que ce que la planète peut lui offrir. Mais je me questionne à savoir, je ne dis pas que c'est fondamentalement une mauvaise idée, mais je me questionne à savoir où sont nos priorités, ou plutôt où sont les priorités de nos représentants gouvernementaux. En fait, puisque nous sommes tous préoccupés par les enjeux environnementaux et sociaux, n'est-ce pas? Je me demande, est-ce que la reconstruction du Stade olympique a encore lieu d'être en 2024? Plus radicalement, je cherche à comprendre si les Jeux olympiques ont encore lieu d'être en 2024. Nous ne pouvons pas passer à côté de cette question, car investir des milliards de dollars pour des infrastructures qui sont pratiquement mises à l'abandon, ça revient à prendre notre argent de nos poches et les jeter à la poubelle, en plus de se magasiner une dette environnementale. Selon moi, nous devons changer certaines choses. Dans ce discours, je vais vous parler des impacts liés aux villes hautes économiques et des enjeux environnementaux liés aux Jeux olympiques. En ce qui concerne l'économie des pays hôtes, les infrastructures après les Jeux olympiques par exemple, le Stade olympique à Montréal qui a été reconstruit plusieurs fois après sa construction. La Grèce a aussi dépensé beaucoup d'argent pour construire toutes ces infrastructures ultramodernes. Mais après sa construction, il n'y avait plus d'argent pour l'entretien. À quoi bon? C'est ce qu'a expliqué le responsable de l'entretien dans une entrevue à l'AFP. Sachant qu'il y a des délais très serrés pour la construction des infrastructures des Jeux olympiques, ce qui fait en sorte qu'il y a plusieurs risques. À Paris, par exemple, 181 accidents de travail ont été causés à cause du délai très serré. Il y a même eu un mort. C'est ridicule. Pour faire briller l'économie du pays, le pays déplace sans-abri, minorités ethniques et les populations défavorisées. Ils sont déplacés pour ne pas checker les touristes. C'est fou quand même.
D'un autre côté, certains me diront que le village va être refait, le village des athlètes sera reconverti en espace de vie pérenne, logement et bureaux. Oui, certes. Aussi, certaines épreuves se dérouleront à Marseille, à Bordeaux, à Nantes. Donc, le pays aura un investissement rentable sur tout le pays, et non seulement sur une seule ville. Le ministre de l'Éducation, le ministre de l'économie française, et selon lui, dans 6 mois, Paris va être « the place to be », car 15,3 millions de spectateurs vont être attendus. À quoi bon? Des centaines de voyages pour déplacer athlètes et visiteurs vont faire le tour de la France. Pollution, pollution, pollution. Est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Est-ce que les 9 milliards de dollars investis pour les Jeux olympiques de Paris sont vraiment rentables pour la population haute? Est-ce que cet argent n'aurait pas pu être mieux investi? Sommes-nous rendus à une époque où nous devrions remettre en question ces vieilles traditions qui ont peut-être plus lieu d'être? Parlons environnement maintenant. Les Jeux olympiques de Londres, en 2012, ont généré 3,3 millions de tonnes de CO2, l'équivalent à des émissions annuelles de 700 000 voitures en constante circulation. C'est fou quand même. La réalité, c'est que les Jeux olympiques de Paris vont causer une pollution monstre en générant 1,56 million de tonnes de CO2. Selon l'Institut de statistique de Québec, 11,3 tonnes de CO2 sont en moyenne utilisées pour un Québécois. Ça équivaut à 113 000 Québécois pour 16 jours de Jeux olympiques. Pourquoi ne pas refaire les Jeux olympiques dans les villes hautes? Cela mènerait à une grande réduction de pollution. La vie de constructeur ne serait pas en danger. Et nous pourrions même avoir des Jeux olympiques plus fréquemment, car la construction de ceux-ci serait minime ou non nécessaire. Il y a eu 24 Jeux olympiques depuis 1980. Les pays pourraient même sauver des milliards de dollars des dettes. À Athènes, par exemple, des dizaines de bâtiments construits pour les Jeux olympiques sont maintenant rendus des installations fantômes. Vous demandez sûrement pourquoi cela touche un jeune Québécois comme moi. Dans très peu, ce sera à nous de faire des choix, des décisions importantes. Et je crois que ce sujet, pour la plupart des jeunes, c'est inconnu. Des projets aussi polluants pour l'environnement ne devraient pas avoir lieu. Et si un jour la société québécoise va avoir l'envie d'accueillir des Jeux olympiques, dites-vous qu'avec ces milliards, au lieu de l'investir pour des JO, c'est beaucoup mieux de les mettre dans des infrastructures pour les jeunes ou des programmes pour éliminer la sédentarité, et pour que la jeunesse future du Québec soit pour que la jeunesse future soit en forme. Car selon moi, les Jeux olympiques, ce n'est pas pour la population, mais c'est pour mettre le pays de l'avant. Donc dites-vous qu'en 2030, lorsque les Jeux olympiques de Québec on s'est fait refuser, nous avons sauvé des milliards qui, je l'espère, vont être utilisés pour les jeunes Québécois. Merci. Alors, William, je te félicite pour ta persévérance parce que même si tu t'es forgé à quelques reprises, ben, tu as continué quand même. Puis ça, c'est très, très bon de pouvoir rester quand même focusé si on s'accroche de temps à autre. Ça peut arriver à tout le monde. Moi, je sais qu'on m'a déjà appris que qui trop s'excuse s'accuse. Alors, tu as bien récupéré. Je te félicite. Merci. Je te félicite aussi pour avoir choisi un sujet qui est d'actualité, mais trop peu abordé, l'impact environnemental des Jeux olympiques. Tout le monde salive à l'idée de ce qui va se passer en France dans 3 mois à peu près, si je compte bien, début août. Mais très peu de gens remettent en question les enjeux comme toi tu le fais. C'est tout à ton honneur. Merci. Félicitations, William. Monsieur Gagné a enlevé mes... C'est ce que j'allais dire, de prendre un sujet d'actualité comme les Jeux olympiques. C'est une bonne idée, puis je te félicite pour la présentation que tu as faite cet après-midi. Merci. Alors, je vous dirais que je suis tout à fait d'accord avec William. Il y a des choix qu'il faudrait peut-être revoir dans notre société, à savoir comment on dépense l'argent pour les générations futures et l'impact que ça peut avoir pour les générations futures. Et les jeunes qu'on entend aujourd'hui sont les mieux placés, je crois, pour nous en parler. Ils sont concernés par ces choses-là. Maintenant, juste un petit mot pour vous présenter nos juges. Donc, on a Mme Linda Gagnon, qui, comme elle l'a dit tout à l'heure,
travaille à CHNC, donc du journalisme d'expérience. Merci, Mme Gagnon, d'être avec nous aujourd'hui. Mme Eliane Joseph, qui est agente de communication à la MRC de Bonaventure. Merci, Mme Joseph, d'être ici également avec nous. Et M. Gagné, on peut lui donner lui aussi un ruban vert et blanc pour sa persévérance, puisqu'il est avec nous depuis le début. Donc, c'est notre juge d'expérience. On pourrait même le nommer juge en chef. Comme la cour d'appel, là, ça prend un juge en chef pour venir nous présenter tout à l'heure les résultats, peut-être. Hein? Bon. Là, j'ai fait des petites coupures dans les communications, donc je vous annonce ça un petit peu à brûle-pourpoint. Donc, M. Gagné est connu, bien entendu. Il y a presque tout le monde en Gaspésie a lu ou lira bientôt des articles qu'il produit, soit par le Journal Le Soleil ou Journal Graphici. Le SPEC également. Non? Bon. Bravo. Maintenant, je vous présente notre troisième candidat. Également, je lui donne un ruban vert et blanc pour sa persévérance. Il était là l'an dernier aussi. Il a fait une présentation dans le concours de l'an dernier. Et sa présentation d'aujourd'hui a pour titre « La démocratie prise dans la toile des réseaux sociaux ». Thomas Frot. Donc, bonjour tout le monde, est-ce que ça va? Oui! Super. Donc, je ne sais pas si vous connaissez Sophocle, c'est un ancien dramaturge grec qui a, de ça bien longtemps, a dit « Rien de vaste n'entre dans la vie des mortels sans une malédiction ». Et cette citation que j'ai trouvée assez intéressante, qui veut dire « tout a un prix », peut facilement se transposer avec notre réalité actuelle et contemporaine avec les réseaux sociaux. En effet, les réseaux sociaux que nous utilisons de façon massive partout sur la planète semblent avoir un coût inestimable, car ils peuvent clairement affecter le principal fondement de nos sociétés, notre démocratie. Mais bon, comme toute chose n'étant ni totalement bonne ni totalement mauvaise, j'aimerais introduire le sujet avec les bons côtés des réseaux sociaux pour ensuite vous parler de leur côté beaucoup plus obscur. Pour terminer, j'aborderai avec vous certaines pistes de solutions pour diminuer ces effets pervers que les réseaux sociaux peuvent avoir, afin d'en préserver l'essence même de notre démocratie. Donc, commençons avec les avantages indéniables qu'amènent les réseaux sociaux sur notre démocratie. Premièrement, le droit de vote, qui est à la base de la vie démocratique, se base, entre autres, sur les informations qu'on va recevoir des candidats aux élections, ainsi que de la plateforme politique du parti qu'ils représentent. Avec les réseaux sociaux qui prennent une ampleur inégalée dans nos sociétés, là, on s'entend. L'information n'a jamais été plus accessible que maintenant. De plus, ils permettent aussi d'influencer les décisions politiques de nos élus en attirant leur attention sur quelconques enjeux. Pour donner un exemple, on peut se référer à Change.org, qui, en décembre 2014, alors que 2 filles de l'Ontario qui étaient troublées par le fait qu'au Canada, une femme sur 4 avait été victime d'agressions sexuelles dans sa vie, ont lancé une pétition sur les réseaux sociaux. Elles voulaient que la notion de consentement pour une relation sexuelle soit enseignée dans tout le système éducatif de leur province. Et après que 40 000 personnes aient signé la pétition grâce au partage sur les réseaux sociaux, ça a marché. En effet, un peu plus d'1 an plus tard, le curriculum, ou si vous préférez le programme scolaire ontarien, a été réformé pour sensibiliser les jeunes sur la notion de consentement et mettre à jour les informations liées à leur santé sexuelle. Vous êtes donc même à constater que les réseaux sociaux peuvent être un outil très efficace pour la démocratie en rejoignant des milliers de citoyens qui vont naviguer sur les réseaux sociaux chaque jour. Malheureusement, cet outil qui nous paraît maintenant indispensable peut aussi prendre au piège dans sa toile nos démocraties. En effet, les réseaux sociaux peuvent nous mettre des œillères et nous enfermer comme citoyens dans nos propres opinions, tout en nous présentant des informations subjectives qui peuvent s'éloigner de la vérité. Comment? Eh bien, premièrement, l'algorithme de recommandation trouvé dans vos réseaux sociaux n'est pas vraiment neutre, car grâce aux informations récoltées à travers vos interactions, comme les likes, les commentaires, ou encore d'autres choses un peu incontrôlables comme la localisation, l'algorithme va vous recommander des publications d'informations dans lesquelles il penserait que vous allez avoir un plus grand intérêt. Donc, les contenus susceptibles de provoquer des réactions et d'alimenter la polarisation seront poussés par l'algorithme.
On peut prendre comme exemple Tracking Exposed, une ONG européenne spécialisée dans l'analyse d'algorithmes qui a remarqué que pour les élections françaises de 2022, le candidat Éric Zemmour a réussi à se rendre particulièrement visible par les algorithmes de recommandation, avec un effet monstre sur TikTok en passant. En effet, le candidat d'extrême droite monopolisait jusqu'à 30% des résultats de recherche en début de campagne. Et tout ça, grâce à ses propos polémiques et controversés qui créent un surengagement sur la plateforme, ce qui a favorisé sa distribution par l'algorithme. Mais sachez que ce n'est pas tout, car les réseaux sociaux, avec ces mêmes informations récoltées, vont créer ce qu'on appelle une bulle de filtre. Par exemple, si on recherche sur Google la définition du changement climatique, vous allez trouver des réponses qui vont différer selon la ville où vous vous trouvez. Et évidemment, les informations récoltées sur vous par rapport à vos intérêts. Les réponses peuvent varier allant de « le changement climatique détruit la nature » à « le changement climatique est un canular ». Et c'est la même chose avec Facebook ou Instagram. De plus, le cerveau humain possède un mécanisme cognitif appelé biais de confirmation. Celui-ci consiste à privilégier les informations confirmant ses idées préconçues ou ses hypothèses, ou à accorder moins de poids aux hypothèses et informations qui vont jouer en défaveur de ses conceptions. Donc, on est déjà vulnérable à vouloir rester enfermé dans nos opinions. Mais en plus, la recherche d'informations sur un sujet donné devient encore plus difficile. Je veux dire, pensez-y, c'est littéralement rendre une feuille du cerveau encore plus vulnérable. Bref, absolument rien pour développer un esprit critique chez les citoyens qui élisent nos dirigeants politiques. En effet, comme l'a si bien dit Brian Solis, un analyste numérique, les médias sociaux concernent la sociologie et la psychologie beaucoup plus que la technologie. Aussi, je ne peux passer sous silence les fausses nouvelles qui circulent sur les réseaux sociaux. Pour donner un contexte et un exemple, selon la MIT, les fausses nouvelles se répandent 6 fois plus rapidement que celles qui sont basées sur des faits exacts. 6 fois plus rapidement. Ça veut dire que les fausses informations touchent davantage de gens que les vraies. Et en démocratie, on le sait très bien, c'est la majorité qui décide. Donc, si vous avez bien compris mes points précédents, ces fausses nouvelles sont propulsées par l'algorithme et partagées à d'autres personnes qui vont être enclines à croire aux conspirations. En effet, selon Sandy Paraclas, ancien gestionnaire de fonctionnement à Facebook, a conclu « On a créé un système qui biaise la vérité en faveur de fausses informations ». Il devient donc très difficile pour les utilisateurs des réseaux sociaux de départager le vrai du faux. On peut en parler à Donald Trump, car paradoxalement, il accuse certains médias qui se basent sur des faits pour diffuser leur actualité de propager de fausses nouvelles. Ironique. Évidemment, toutes ces fausses nouvelles qui circulent sur la toile sont d'excellents moyens d'éroder la confiance de la population par des ingérences politiques étrangères dans nos démocraties occidentales. On peut citer comme exemple l'ingérence politique de la Russie contre les États-Unis en 2016 avec une campagne de désinformation par l'Internet Research Agency. Des comptes trolls publiaient dans le but de créer des mouvements de masse pour influencer les électeurs dans le choix qu'ils s'apprêtaient à faire en vue des présidentielles. On pourrait aussi citer les élections fédérales de 2019 et 2021, ici même au Canada, car en effet, il y a de ça pas si longtemps, la Chine ainsi que l'Inde ont été suspectés d'avoir versé de l'argent à des politiciens canadiens. Plus récemment, à l'automne dernier, quelques jours avant les élections nationales slovaques, un enregistrement vocal du chef du parti Slovaquie progressiste a été enregistré dans lequel il parle d'achat de vote avec un journaliste local. Finalement, on a découvert que c'était une invention de toute pièce générée par intelligence artificielle. Donc, pour faire simple, différencier la vérité du mensonge deviendra de jour en jour beaucoup plus ardu. D'ailleurs, je pourrais continuer encore et encore sur les effets néfastes des réseaux sociaux. Mais je dois absolument vous mentionner le fait que des gens cachés derrière leurs écrans et qui, on s'entend, ne seront probablement jamais candidats aux élections, s'en donnent à cœur joie pour déverser des discours haineux, voire même des menaces de mort via les réseaux sociaux. Nous n'avons qu'à penser à celle qu'a reçue Paul Saint-Pierre Plamondon, le chef actuel du Parti québécois. C'est bien que la toile puisse permettre au peuple de s'exprimer, mais pour qu'une démocratie fonctionne, encore faut-il que les citoyens désirent se dédier au service public. On remarque d'ailleurs que de plus en plus de postes de conseillers municipaux et même de postes de maires restent vacants au Québec. Heureusement, il y a des manières d'atténuer les effets néfastes des réseaux sociaux sur nos démocraties. En effet, si vous avez bien écouté, vous allez remarquer que beaucoup de problèmes présentés sont liés à une petite chose: les données. Parce que oui, c'est l'algorithme de recommandation qui, avec nos données, nous recommande des informations allant de pair avec notre façon de penser et propulse certaines publications de façon à encourager la propagation de fausses nouvelles. Le gros du problème est donc causé par des entreprises comme Meta qui vont récolter des quantités gigantesques de données. Alors, quand j'ai entendu Joe Toscano, ancien consultant en conception d'expérience pour Google, dire dans le documentaire Netflix intitulé « Derrière nos écrans de fumée » qu'on pourrait taxer la collection de données,
j'ai trouvé ça pas mal ingénieux. Je veux dire, on le sait, c'est l'argent qui mène le monde. On peut donc penser que ça forcerait les entreprises de médias sociaux à ne pas récupérer autant de données et ainsi réduire leurs effets négatifs. Ça pourrait aussi se transmettre par des lois pour la protection de la vie privée digitale. Je crois aussi, d'ailleurs, que plus d'éducation doit être faite à ce sujet dans nos écoles québécoises. Que ce soit pour nous apprendre à différencier un fait d'une opinion ou comment trouver une source fiable pour nos informations. D'ailleurs, je salue le gouvernement québécois pour son futur cours de culture et citoyenneté québécoise qui va se concentrer sur le fait d'apprendre le jugement critique aux élèves. Pour conclure, j'espère vous avoir convaincu des effets pervers qu'ont les réseaux sociaux sur notre démocratie. Les changements doivent être faits très rapidement parce que prise dans la toile comme on l'est présentement, il ne reste plus maintenant pour l'araignée que de la dévorer. Merci. Alors Thomas, à force est de constater que tu maîtrises très très bien ton texte. Merci. Et je dois t'avouer aussi que tu m'en as appris. Alors pour ça, je te félicite. Merci. Vous avez décidé de ne pas faire reposer nos neurones cet après-midi. Les trois premiers, mais je regarde les sujets des trois autres, puis je pense qu'on va travailler du cerveau encore. Je te félicite, puis je vous félicite de nous faire réfléchir sur des sujets qu'on prend trop souvent pour acquis, vraiment. Merci. Bien, je me joins à la voix de mes deux collègues pour te féliciter. Puis j'ai trouvé intéressant aussi que tu nous apportes partout un peu dans le monde avec ton argumentaire. Fait que félicitations. Merci. Nous sommes rendus à notre deuxième étape du chemin aujourd'hui. Et sans plus tarder, je vais vous présenter notre prochaine concurrente qui, je crois, est toute prête, fin prête à venir sur scène. Et je suis un peu curieux, j'ai hâte d'entendre ce qu'elle va nous dire. Le titre de son exposé, c'est « Petites bêtes qui ne demandent qu'à être aimées ». Kimberly Fulham-Savoie. Bonjour à toutes et à tous. Si je vous disais que, du jour au lendemain, vous appreniez que votre enfant en a griffé un autre pour se défendre, qu'est-ce qui vous semblerait être la solution la plus adéquate afin de régler cette situation? Lui arracher les phalanges des doigts une par une? Lui couper le bras entièrement? La maltraitance animale, ça fait bien longtemps qu'on devrait même plus en entendre parler. Pourtant, elle persiste, encore et encore, sans jamais s'arrêter. Quand va-t-on enfin y remédier? Aujourd'hui, je vais d'abord m'entretenir sur ce sujet en vous montrant d'un point de vue plus approfondi l'une des branches les plus communes de l'abus animalier, le tout en prenant bien soin de vous démontrer de nombreuses situations où elle aurait pu si simplement être évitée. Finalement, nous aborderons ensemble le cadre légal actuel en la matière. Afin de débuter en douceur, je vais vous expliquer ce qu'est concrètement le sujet dont nous allons traiter, la maltraitance animale. La cruauté envers les animaux est le fait qu'un être humain traite ceux-ci de façon inappropriée, peu importe leur nature domestique ou non. Elle peut prendre forme activement comme passivement. La cruauté envers les animaux comprend plusieurs branches, 5 plus précisément. Les mauvais traitements font partie d'une de ces catégories dont je vais vous expliquer plus en détail. Donc, laissez-moi vous donner quelques exemples à ce sujet. Cette catégorie des mauvais traitements est très large, mais assurément, chacun d'entre eux a des répercussions plus ou moins graves chez l'animal qu'il reçoit. On peut faire acte de privation d'eau ou de nourriture, ne pas avoir recours à des soins ou traitements médicaux nécessaires à sa bonne santé, lui procurer un environnement non conforme à ses besoins, et j'en passe. Côté répercussions, la santé physique n'est pas la seule chose mise à rude épreuve. Par exemple, prenons le déglyphage, qui a été récemment interdit, lorsque non nécessaire, ce 10 février dernier. Cette pratique consistait à retirer la 3e phalange de tous les doigts, causant malheureusement une hausse importante des abandons dus à des problèmes comportementaux liés à celle-ci. Les impacts psychologiques chez l'animal sont clairement plus importants. Mais attention, il ne faut tout de même pas prendre le reste à la légère.
Allant d'un développement d'anxiété à des augmentations de morsures, des dommages permanents peuvent aussi survenir au nerf des pattes, ainsi que des complications suite à la chirurgie qui pouvaient entraîner des douleurs orthopédiques aiguës. Besoin d'autres raisons pour justifier cette nouvelle loi adoptée récemment? Vous préférerez peut-être conserver votre divan tout neuf. Mais sachez qu'un simple jet d'eau pourrait suffire à dissuader n'importe quel chat de son amour achat. Vous pourriez également investir dans une protection pour votre sofa. À vous d'en juger. Mais chose certaine, couper le bout des doigts de votre chaton était une mesure beaucoup trop drastique. Et la pratique en est maintenant interdite. Poursuivons maintenant avec quelques exemples ayant surgi récemment dans l'actualité. Gandhi disait à l'époque que la grandeur d'une nation et son progrès moral peuvent être jugés à la manière dont les animaux sont traités. Il y a environ 1 mois et demi, nous avons pu apercevoir aux nouvelles régionales de CHAU-TVA un chien ayant été abattu par balle sur le bord d'une route. Pas en France ou aux États-Unis, mais ici même, en Gaspésie, dans la municipalité de Nouvelle, près de Carleton-sur-Mer. Personne ne sait encore les causes de ce geste aussi drastique, mais est-ce qu'un motif quelconque peut justifier qu'on tire à bout portant sur un animal alors qu'il n'est peut-être même pas la propriété de la personne qui l'a abattu? L'été dernier, les pattes d'un chien ont été retrouvées sur un trottoir à Chandler. Et qu'en est-il de celui qu'on a retrouvé mort derrière l'aréna de Gascon? Qu'en est-il de celui qu'on a laissé enfermé dans une voiture lors d'une chaleur étouffante? Qu'en est-il de tous ceux qu'on laisse dehors en plein hiver à moins 30 degrés, attachés sans avoir le droit 1 seconde d'entrer pour se réchauffer? Est-ce qu'un animal de compagnie qu'on aime mérite ça? Qu'est-ce que tous ces chiens ont bien pu faire pour que quelqu'un adopte un comportement aussi inhumain envers le soi-disant plus fidèle ami de l'homme? Le réflexe de plusieurs est d'immédiatement se débarrasser de leurs compagnons dès qu'ils représentent un quelconque obstacle. Mes parents n'en furent pas exception, puisqu'ils ont déjà choisi de se débarrasser de ma chienne Betty lorsqu'ils ont appris qu'elle était la cause de mes allergies. Malgré ça, Blanche a fait son apparition dans nos vies comme une bonne étoile. Laissez-moi vous raconter notre histoire. Elle et ses frères et sœurs furent retrouvés dans une boîte aux côtés d'une poubelle près d'un parc. Malgré avoir été recueillie par une famille bienveillante, elle restait la plus faible de sa fratrie et ne pouvait se nourrir convenablement. Pardon. Le micro. C'est plutôt difficile de prendre sa place lorsqu'un seul bol de nourriture est fourni pour 5 chats affamés depuis plusieurs jours. Même après avoir été nourrie à la bouteille, rien n'y faisait. Elle ne parvenait pas à revenir en parfaite santé. Bien sûr, après avoir vu ce petit chaton affaibli et sans défense, j'ai tout de suite su que Blanche allait prendre une place considérable dans mon cœur. Je me suis donc mis à la tâche de trouver des arguments assez convaincants pour que mes parents acceptent de la prendre sous notre toit, malgré mon diagnostic d'allergie asthmatique chronique. Ce ne fut pas gagné d'avance, mais après une garde partagée 2 semaines, ils n'ont évidemment pas pu résister au regard attendrissant d'un petit chat maintenant plus que comblé. Je ne vous cacherai pas que la première année fut difficile dû à mes problèmes de santé, mais au bout de 2 ans et demi, je peux vous garantir que ça reste un des meilleurs choix que j'ai pu prendre. Non seulement elle fut d'une grande aide pour apaiser l'anxiété dont je fais face depuis longtemps, mais Blanche m'a également permis de diminuer grandement mes réactions allergiques causées par les chats, m'amenant même à ne plus avoir l'obligation de recevoir des injections en 2 semaines. Revenons-en à mon sujet, la maltraitance animale. Vous vous rappelez tantôt, quand je vous ai parlé du chien qui a été retrouvé sur le bord d'une route après avoir été abattu froidement par balle? Vous ne savez pas c'est quoi la meilleure dans cette histoire-là? C'est que les forces policières ont décidé de ne tout simplement pas mener d'enquête. Non seulement les autorités ne prennent souvent pas ces actions graves au sérieux, mais à mon avis, les peines données aux gens reconnus de ce type de crime ne sont clairement pas suffisantes. Honnêtement, pourquoi dès qu'un animal n'attaque un autre, on pense tout de suite à l'euthanasie, alors qu'un humain peut en tuer plein d'autres et n'être que condamné à un emprisonnement à vie? Est-ce que ça vous paraît juste, ou du moins équitable?
Vous vous souvenez également de quand j'ai qualifié ce même chien de propriété? Eh bien, figurez-vous qu'en 2014, les animaux étaient encore considérés comme des objets aux yeux du Code civil, tout comme les femmes auparavant. Ça n'a été que modifié il y a 9 ans. C'était il n'y a pas si longtemps que ça, en fait. De mon côté, j'ai réalisé plusieurs recherches à ce sujet, mais j'ai quand même pris la peine de me valider auprès d'un spécialiste en matière de droit criminel, Maître Yves Desbiens, qui œuvre en ce domaine depuis plusieurs années. La peine maximale pour avoir maltraité un animal quelconque est de 5 ans, s'il est reconnu comme acte criminel. S'il ne l'est pas, le concerné recevra une amende d'au plus 10 000 ou un emprisonnement de 18 mois. En résumé, la loi nous dit présentement que celui-ci pourra recommencer ces mêmes actes sur d'autres animaux dans moins de 2 ans si le coupable est assez chanceux pour s'en tirer ainsi. Saviez-vous que le Canada est le 3e pays où il y a le plus de cas, après l'Afrique du Sud et l'Argentine? Le Canada, parmi les pays les plus riches au monde, 3e au niveau du taux d'abus animalier. Est-ce que ça vous paraît juste, ou du moins équitable? Peu importe la gravité de la situation, que le concerné le fait volontairement ou sans livrer d'excuses, la peine maximale ne dépassera jamais 5 ans. Si la loi n'est pas capable de sauver nos animaux, qui le fera? Agissez. Qu'est-ce qui vous retient? On voit plein de vidéos de gens recueillant ces animaux dans le besoin. Qu'est-ce qui nous empêche de faire pareil? Composez un 844 animaux. Emmenez-les chez Espoir Câlin. Allez voir la police. Faites ce que vous voudrez, mais agissez lorsque vous êtes témoin de maltraitance ou de négligence envers un animal. On peut changer les choses de bien des façons. Si moi j'ai pu le faire, n'importe qui ici le peut. Tous ces moyens de leur faire du mal, mais tant d'alternatives, comme les arroser avec de l'eau tiède par exemple, pour nous en empêcher et aider notre animal à comprendre que nous n'acceptons pas certains comportements. Tous ces mêmes animaux ayant subi des choses horribles, ici au Québec, mais tant d'organismes et de gens bienveillants prêts à leur venir en aide. Il est évident que, selon moi, le cadre légal n'est pas assez sévère pour dissuader les gens tentés par la maltraitance animale d'agir et de récidiver. C'est la raison qui m'a motivée à monter sur scène aujourd'hui, prendre le micro et essayer de vous convaincre qu'il faut que les autorités réforment le code criminel et pénal pour rendre justice à des animaux qui ne peuvent le faire à la place des humains. Parce que comme Jérémy Bentham, grand précurseur en matière de droit de défense des animaux, l'a dit un jour, la question n'est pas « peuvent-ils raisonner ?» ou du moins peuvent-ils parler, mais peuvent-ils souffrir? Merci. Alors, Kimberly, j'ai beaucoup apprécié ta présentation, d'autant plus que je suis moi aussi adepte des chats, des chiens et des animaux, et j'ai à cœur aussi la cause de ces animaux-là. Alors, puis tu maîtrisais bien ton texte aussi, alors je te félicite. Merci. Je reprends un peu les paroles de Linda, mais une des choses qui caractérise ta présentation, puis j'aurais pu le dire aussi avant, c'est l'intensité. On sent que tu maîtrises ton sujet, puis je pense que c'est pas un sujet que tu as choisi au hasard, je pense que c'est vraiment une passion. Donc, quand on prend un sujet qui nous passionne, ça donne des beaux résultats. Félicitations, Kimberly. C'est un sujet qui est d'actualité. C'était intéressant de t'écouter, puis je te félicite pour ta présentation. Merci. Un petit mot pour dire que ce qu'on entend aujourd'hui, c'est très rafraîchissant comparativement à ce qu'on peut écouter généralement aux nouvelles standards style radio canadien. On entend des jeunes, leur passion, leur volonté, etc., et c'est merveilleux. Mais derrière ça également, il y a les enseignants qui les supportent dans cette démarche-là. Et j'aimerais particulièrement aujourd'hui remercier quelqu'un qui est avec nous depuis 3 ans, M. Tony Langlois, et j'aimerais lui poser une question.
Monsieur Langlois, expliquez-nous qu'est-ce qui vous a motivé, qu'est-ce qui vous rend heureux, qu'est-ce qui vous transcende dans cette aventure de prise de parole. Je pense qu'on est à même de le constater présentement. C'est des moments exaltants que je vis avec ces jeunes-là depuis 3 ans, de les soutenir dans leur prise de parole, de leur permettre comme ça de pouvoir s'adresser à un auditoire. Puis aujourd'hui, j'aime ça parce que c'est beaucoup plus intime que ce qu'on fait à la polyvalente Monseigneur Sévigny devant une salle de spectacle. Là, je vois mes orateurs être capables de vraiment s'adresser aux gens devant eux. Alors, c'est extrêmement motivant. Je vis de très, très, très beaux moments. On les voit se dépasser. On voit certains jeunes qui n'ont jamais pris la parole de leur vie prendre le micro comme ça. Puis, on vient d'avoir un exemple avec Kimberly, parler de leur sujet qui leur passionne. Ce que j'aime aussi, c'est que ça soit ouvert comme concours aussi à ce que les jeunes veulent nous livrer comme message. Fait que moi, ce que je vais faire, étant donné que la télévision est là, je vais vraiment, encore une fois, inviter mes collègues de toutes les écoles de la Gaspésie de s'embarquer là-dedans. Vous allez vivre des moments extraordinaires avec vos jeunes. Vous allez les voir éclore comme une fleur au printemps. Et c'est la paye de n'importe quel pédagogue, je pense, d'en arriver là. Alors, merci beaucoup à l'Espace René Lévesque de nous avoir donné cette opportunité-là. Merci. Monsieur Tony Langlois, merci beaucoup. Maintenant, nous en sommes rendus à notre 5e oratrice. Et son thème a pour titre, pour briser les chaînes des enfants exploités. Donc, on accueille Adama Marika Langlois. L'autre jour, je faisais le ménage de ma garde-robe parce que j'avais pas d'école, puis j'ai remarqué que plusieurs morceaux de vêtements étaient fabriqués au Bangladesh. Savez-vous que les enfants qui travaillent là-bas, souvent dans des usines de textiles comme celle de Lululemon, une entreprise canadienne qui produit ces vêtements, travaillent en moyenne 64 heures par semaine? Je sais pas pour vous, mais moi, j'aurais pas envie de me réveiller demain matin en allant à la crème cuisine où je travaille pour aider ma famille à mettre de quoi sur la table pour le souper, me tombe carrément sur la tête. Ici au Québec, un jeune doit avoir 14 ans pour travailler, sauf exception, et il ne peut le faire que pour un maximum de 17 heures par semaine, parce qu'on a l'obligation d'aller à l'école. Puis le pire là-dedans, c'est qu'on trouve le moyen de s'en plaindre. On devrait donc plutôt dire qu'alors que des enfants sont dans l'obligation de travailler ailleurs dans le monde, nous, ici au Québec, on a le droit ou le privilège de fréquenter l'école et de nous concentrer sur nos études. Pendant ce temps-là, j'ai pas de difficulté à m'imaginer les abus qu'un enfant de 7 ans dans un pays d'Asie, d'Amérique du Sud ou d'Afrique peut subir de son employeur. Il faut agir le plus rapidement possible, parce que ça n'a pas de sens qu'il y ait encore des enfants dans des pays en voie de développement ou dans des pays émergents qui travaillent dans des conditions qui rappellent la première phase d'industrialisation que nous avons vécue ici au Québec dans la seconde moitié du 19e siècle. Ce que je pense, en toute sincérité, c'est que ça serait pas mal plus humain si tous ces jeunes-là qui travaillent pour que l'on puisse se procurer ici des produits bon marché pouvaient avoir à ce même droit à une éducation dite obligatoire. Ce que je pense, en toute conviction, c'est que des pays comme le Canada ont un rôle à jouer pour faire dans ces pays-là la promotion de la fréquentation scolaire, qui, selon moi, est le seul et véritable moyen de briser les chaînes des enfants exploités dans une perspective de développement économique durable. Car partout sur la planète, les enfants devraient certainement avoir le droit d'avoir une enfance. Savez-vous qu'au moins 160 millions d'enfants sont exploités dans le monde, travaillant comme domestiques dans les maisons et comme ouvriers dans des plantations, des mines, des ateliers ou des usines? Ils sont ainsi privés de leur enfance et de leur capacité physique et mentale, voire de leur dignité. Certains sont même utilisés dans la prostitution, le crime, la vente de drogue et comme esclaves ou soldats. Les enfants soldats sont souvent recrutés de force dans des groupes armés pour être utilisés comme combattants, cuisiniers ou messagers. Je sais qu'il y a des parents dans la salle en ce moment même. Imaginez-vous que demain, on vient chercher votre enfant de force, vous n'avez pas un mot à dire, puis que quand vous allez le revoir, c'est pas pour vous dire allô, mais pour vous tuer. C'est ce qui est arrivé dans le pays d'origine de ma mère pendant la guerre des diamants au Sierra Leone. Les enfants étaient enlevés de leur famille, déportés dans des camps où on les forçait à prendre des drogues dures, dans l'objectif ultime de les désensibiliser en tuant leurs propres parents. Dans l'industrie du textile, par exemple,
Les lieux de travail ne sont parfois tellement pas sécuritaires qu'au Bangladesh, suite à l'effondrement du Rana Plaza, le 24 avril 2013, quelques 1138 personnes sont mortes et environ 250 000 ont été blessées, à l'intérieur d'une manufacture qui, au premier coup d'œil, allait inévitablement finir par s'écraser. H&M ainsi que Zara sont 2 des 32 marques qui fabriquaient des vêtements dans cette usine. Dans des reportages de Radio-Canada et de TVA, alors qu'on a permis à une maman de s'exprimer sur la mort de son fils de 10 ans, qui ce matin-là avait choisi d'aller à l'école, avait choisi d'aller travailler au lieu d'aller à l'école, vous vous imaginerez jamais quelle a été sa demande au patron de l'usine. Elle les a pas blâmés. Elle leur a pas demandé de s'assurer des lieux dans le futur. Elle leur a demandé un emploi afin de remplacer le revenu de son fils. C'est pathétique. Le pire là-dedans, c'est que ça arrive même au Canada. À Montréal, selon TVA Nouvelles, il y a un psycho-éducateur retraité qui a acheté une fille de 8 ans en Afrique pour en faire son esclave sexuelle. Il l'a acheté à sa mère, qui n'avait pas l'air de soucier d'elle parce qu'elle recevrait ainsi de l'argent pour s'acheter de l'eau potable dans son logement. Il a même déjà dit pour sa défense qu'une prostituée leur aurait coûté pas mal moins cher. Entendre ça d'un Canadien, c'est un des pays les plus industrialisés du monde. Excusez-moi, mais ça me lève le cœur. Imaginez ce que l'on peut entendre en ce moment même dans des pays où l'éducation est clairement secondaire. C'est probablement pour ça que Nelson Mandela a déjà dit que l'éducation est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde. Trop d'enfants doivent se lever le matin pour aller travailler dans des usines, des champs ou des mines, au lieu d'aller à l'école. Pour que nous, au final, nous puissions gâter les nôtres avec des jouets en plastique, des friandises et du matériel électronique qui sont vendus à rabais dans nos magasins à grande surface et qui d'ailleurs réussissent à en tirer des profits. Vous connaissez sûrement Nestlé, Hershey, Apple, Samsung ou Sony. Sur le dos de qui les grandes multinationales s'enrichissent-elles? Sur le dos de qui les enfants ici s'amusent-ils? L'éducation est l'un des meilleurs moyens pour réduire la pauvreté, améliorer la santé et l'espérance de vie, faire progresser la paix et régresser la guerre, stimuler la croissance et la stabilité économique à long terme et favoriser l'égalité des sexes. Les parents et les enfants doivent voir l'éducation comme une meilleure option que le travail. Cependant, les programmes d'éducation pour les jeunes qui travaillent doivent prendre en compte que ces enfants apportent souvent un soutien financier à leur famille. Sans l'UNICEF, un organisme affilié à l'Organisation des Nations Unies, il faudrait mettre en place des cours adaptés aux horaires de travail des enfants ou donner des allocations aux familles pour ainsi compenser la perte de revenus. Ceci permettrait donc aux jeunes de faire leurs études sans mettre en danger la sécurité financière de leur famille. L'UNESCO affirme que 420 millions de personnes pourraient sortir de la pauvreté si elles ne suivaient ne serait-ce que des études secondaires. Bref, lorsqu'un enfant ne va pas à l'école, c'est tout le reste de sa vie qui est mis en danger. S'il n'y a pas d'éducation, ses chances d'avoir un bon métier dans le futur diminuent. Plus le niveau de scolarisation d'une personne est élevé, plus cette personne peut aspirer à un meilleur salaire. En effet, sur l'organisation humanitaire World Vision, une seule année d'instruction pourrait faire augmenter le revenu d'une personne de 10%. Imaginez 10 années de plus. L'éducation, c'est le principal levier pour sortir les gens de la pauvreté. Personnellement, ma façon de voir les choses ne s'arrête pas là. Les pays mieux nantis doivent en faire encore plus que simplement promouvoir l'éducation dans le monde. Je pense sincèrement que le Canada devrait montrer l'exemple et boycotter tous les produits en provenance des pays qui ne respectent pas certaines normes minimales en matière de conditions de travail ou d'exploitation du travail des enfants. Encore moins encourager cette exploitation-là en signant avec ces pays des accords de libre-échange. Le sujet pourrait être justement amené par notre pays à un sommet économique international, comme une rencontre qui regroupe les pays du G7, du G8 ou du G20. Ce cadre réglementant le travail dans les pays partenaires pourrait être justement fixé à des rencontres ultérieures. Ça contribuerait certainement à redonner au Canada ses lettres de noblesse en matière de droits de l'homme sur la scène internationale. Évidemment, je suis consciente que ça ne serait pas facile et ça impliquerait certains sacrifices, autant dans les pays industrialisés que dans les pays en émergence. Je l'avoue, là, je suis un peu idéaliste. Oui, je suis consciente qu'en boycottant les produits importés de ces pays, des gens perdraient inévitablement leur emploi là-bas. Aussi, c'est évident que l'économie des pays plus touchés, des pays
plus industrialisés comme le Canada seraient aussi touchés, à commencer par les économies de fond de tiroir des consommateurs jusqu'au profit énorme qu'encaissent les grandes multinationales. C'est pour ça que je pense qu'à tout le moins, les gens que j'aurais réussi à sensibiliser aujourd'hui et qui en ont les moyens devraient commencer à réduire leur achat en provenance des pays en voie de développement pour se procurer des produits fabriqués ici au Canada, même si c'est un peu plus cher. On pourrait faire plus attention, s'informer sur les compagnies qui nous intéressent lorsqu'on recherche un bien de consommation. Mais je vous mets en garde, essayez de ne pas vous faire berner par des marques qui disent sur leur site web que c'est fait au Canada, mais que finalement, ça ne l'est pas du tout. Par exemple, Chlorophylle. Cette semaine, j'ai été checker pour un morceau de vêtement, puis sa petite étiquette est marquée Design in Canada, mais Made in Vietnam. Donc, c'est pas tout à fait vrai. Aussi, cessez nos achats de bébelles inutiles au Dollarama qu'on n'utilisera pas plus d'une fois dans notre vie. En conclusion, il faut trouver des moyens pour que des compagnies de marques telles que Joe Fresh ou l'Équipeur arrêtent de produire leurs vêtements au Vietnam, au Ghana ou au Honduras. Nous devrions, comme citoyens consensueux, les amener par nos actions et nos achats à faire la production ici au Canada, dans des usines où les travailleurs sont payés à des salaires plus raisonnables et ont une meilleure sécurité d'emploi et de meilleures conditions de travail parce qu'ils ont le droit de se syndiquer, comme dans les usines de Roots Canada. Le Canada devrait jouer un rôle de premier plan sur la scène internationale, comme j'ai expliqué tantôt, mais aussi en accordant plus de financement aux institutions et aux organismes fiables, comme l'Agence canadienne de développement international. Pour aider les jeunes sous-payés et exploités à avoir de meilleures conditions de vie de travail, pour envoyer des gens sur le terrain qui feront la promotion de l'éducation et combattront la pauvreté, pour inciter les pays alliés comme la France et les États-Unis à adapter leur économie, oui, faire certains sacrifices financiers à court et à moyen terme, mais pour en retirer des bénéfices éthiques et moraux à long terme. N'hésitez pas à consulter le site web de l'UNICEF ou de la Croix-Rouge et à faire des dons pour la cause. Je termine mon plaidoyer en faveur de l'éducation où l'exploitation du travail des enfants est monnaie courante, en vous incitant à vous informer encore davantage sur le sujet et à tenter à faire des achats plus responsables. Et je citerai Victor Hugo, qui est encore d'actualité, puisqu'il résumait assez bien ma vision de pensée à une époque où il écrivait Les Misérables. Lorsqu'il a dit que le droit de l'enfant, c'est d'être un homme, il ajoute que ce qui fait l'homme, c'est la lumière, et ce qui fait la lumière, c'est l'instruction. Merci. Alors, Adama, bravo. Encore une fois, c'est un texte qui est bien maîtrisé, bien appris, mais bien senti aussi, je dirais. On pouvait comprendre ton indignation. Il y a de quoi s'indigner aussi, alors je te félicite. Merci. Vous compliquez notre tâche, les amis. Je ne sais pas comment est-ce qu'on va réussir ça, là, mais à mettre un classement là-dedans. Encore une fois, oui, comme Linda a dit, c'est un sujet qui semble te passionner. Je suis un peu renversé par l'ensemble aussi des sources, de la recherche, tout ça. C'est vraiment, vraiment très intéressant. J'ai l'impression que je vais passer ma soirée à faire une recherche ce soir pour essayer de tout comprendre. Merci. Moi aussi, je suis renversée par la diversité de tes sources. Encore toi aussi, tu nous as fait... On s'est promené partout dans le monde, fait que ça, j'ai trouvé ça super intéressant. Fait que je te félicite pour ta prestation. Merci. Je sais pas vous, mais moi, j'avais les larmes aux yeux à un moment donné. Donc, je vais avoir des références à donner à nos ministres de l'Assemblée nationale bientôt, j'ai l'impression. Avant de vous présenter notre dernier concurrent, je vais profiter de l'occasion pour faire un peu de e-marketing. Et je vous informe que l'Espace René Lévesque organise son premier événement annuel bientôt, qui va avoir lieu le 1er juin. Nous avons comme conférencière invitée Mme Pauline Marois, ex-première ministre du Québec, la seule femme à avoir occupé ce poste. Il y aura aussi de la musique avec M. Pierre Michaud, et musicien. Donc, au menu, il y a du homard et du crabe, et aussi un menu alternatif. Donc, ça va se passer, comme je vous disais, le 1er juin, samedi 1er juin, à la base plein air de Bellefeuille à Pabot Mills, pas très loin d'ici.
Et pour les autres détails concernant l'événement, je vous invite à visiter www.espacerenélévesque.com. Maintenant, j'ai un petit peu de problème avec le titre, je ne sais pas trop comment le prononcer. La Revolution ou la Revolution. La révolution. Légiférer ou subir. Madame, Monsieur, Thomas Puget. Alors bonjour, j'espère que vous allez bien. Profitez-en, ça va pas durer. Alors pour le titre, c'est Revolution, mais avec AI entre guillemets, mais bon, vu qu'on ne le voit pas, ça marche pas, mais c'était pour Artificial Intelligence. Donc j'espère que vous l'aurez compris, mon sujet aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle. Et je vais vous expliquer pourquoi, selon moi, il faut la réglementer, et ce, comme vous dites au Québec, au plus à cran. Donc je vais commencer par vous expliquer qu'est-ce qu'une IA, ça va être important pour la suite. Puis je vais parler d'impact sur la démocratie et l'emploi, je vais rejoindre un peu Thomas Fro là-dessus. Ensuite, je vais partir sur quelques enjeux et problèmes éthiques qui y sont liés. Et je vais finir ce concours sur une note positive en parlant de robotueurs et de fin du monde. Ça devrait tout de suite tout le monde de meilleure humeur. Donc pour commencer, une IA, c'est quoi? C'est très simple, c'est un programme qui va chercher à imiter les capacités humaines, comme comprendre des données, analyser des textes, répondre à des problèmes ou des questions, ce genre de choses. Il y en a plusieurs, on en pense à ChatGPT récemment. Il y a aussi les algorithmes de réseaux sociaux, comme dont parlait Thomas Fro, les assistants Google, Siri. Il y en a plein et c'est très présent dans nos vies, il faut qu'on s'en rende compte. Maintenant que ça c'est dit, on va pouvoir commencer le vif du sujet en parlant d'impact sur l'emploi. Selon l'Organisation internationale du travail, jusqu'à 5,5% des emplois pourraient être menacés dans les pays à fort revenu. Pour moi, ce chiffre est très largement sous-estimé, mais au Canada, ça équivaudrait quand même à plus de 1 million d'emplois perdus. C'est pas mal. Et ceux qui ne croient pas au fait de se faire remplacer par des machines, je vais répondre à ça avec un exemple très simple. Admettons que le gouvernement du Québec décide de remplacer les profs, à tout hasard les profs d'histoire. Déjà, il sauverait beaucoup d'argent, sachant que le budget de l'éducation nationale, enfin l'éducation provinciale au Québec, c'est de 20 milliards. Il y a de l'argent à se faire. Surtout, on s'assurerait une éducation juste dans toutes les écoles du pays, enfin du Québec. Ça serait beaucoup plus juste pour tout le monde. Et puis surtout, une IA, ça ne tombe pas malade, ça ne fait pas grève, ça n'aura pas son salaire, ça ne part pas à la chasse. Le gouvernement est tout à fait gagnant à nous remplacer. Pas convaincu? J'ai toujours un autre exemple. On peut parler d'Amazon Go, qui est une tentative de supermarché entièrement autonome, donc qui n'a pas besoin de caissier ou de caissière. Ça marche avec un système de caméra et d'IA. On vous suit pendant toute votre session magasinage et on vous envoie la facture dès que vous sortez. Pas besoin de passer à la caisse. Bon, ça va pas marcher, mais ça pourrait dans le futur remplacer jusqu'à 3 millions de caissiers-caissières aux États-Unis, si la technologie se développait. D'ailleurs, c'est déjà en cours avec les caisses automatiques qu'on a au Walmart, au IGA, ce genre de magasin. Je pense que tout le monde en a déjà utilisé une. Ça marche jamais, on est d'accord? Voilà. Donc, j'aimerais vous raconter aussi une petite histoire que j'ai lue dans le New York Times. L'histoire de Sergio Massa, qui est un candidat aux dernières élections argentines, qui a largement utilisé l'IA dans sa campagne pour faire de la propagande et discréditer ses opposants. Il a fait circuler des images de lui en Simon Bolivar de l'Argentine. Donc Simon Bolivar, c'est qui? C'est un héros de l'indépendance dans beaucoup de pays d'Amérique du Sud, notamment la Bolivie. Il a aussi des partisans à lui qui ont utilisé l'IA pour faire circuler des vidéos de son principal opposant en train de dire qu'il était pour le trafic d'organes et l'exploitation d'enfants, alors que c'était bien évidemment complètement faux. Ça m'a emmené à me dire que, de par sa simple existence, l'IA suffit à remettre en doute la véracité de toute information véhiculée via Internet. Ça fait beaucoup de V. Je m'explique. Admettons que vous êtes un politicien quelconque, à tout hasard Sergio Massa, vous faites votre discours, votre prise de parole devant des gens, et c'est filmé, on publie ça sur Internet, et là les gens vous tombent dessus parce que vous avez fait une erreur. Vous avez dit une mauvaise blague, vous êtes trompé, peu importe. Vous pouvez vous cacher à l'IA, vous dédouaner en disant non mais j'ai pas dit ça, c'est pas moi, c'est quelqu'un qui m'attaque à l'aide de l'IA. C'est très dur à prouver, seuls les gens qui étaient présents aujourd'hui pourront savoir la vérité. Et d'ailleurs c'est réellement arrivé à Sergio Massa, sauf qu'il a lui-même reconnu ses torts, alors que ses partisans le défendaient en prétendant que c'est une IA. Il a reconnu ses torts et a admis que l'IA était dangereuse pour la démocratie. Je vais m'arrêter là pour ce point-là, mais sinon sachez que je suis complètement d'accord avec ce que disait Thomas Fro, et qu'il faut retenir qu'à chaque fois qu'il parle d'algorithmes de réseaux sociaux, c'est en fait des IA qu'il y a derrière. On va pouvoir passer à ma partie préférée, les problèmes éthiques liés à l'IA. Il y en a plusieurs, mais le premier qui m'est venu en tête, c'est le risque d'abrutissement de la population. On est en train de vivre un véritable génocide intellectuel, plus ou moins directement à cause de l'IA. Je vais m'expliquer tout de suite. Est-ce que vous avez déjà utilisé une calculatrice? C'est pratique pour faire des maths, on gagne beaucoup de temps, mais ça nous emmène à moins utiliser notre cerveau. Le cerveau est un muscle, et si on ne l'utilise pas, ça va moins se développer. Je suppose que
savez tous qu'une calculatrice ça fait. Maintenant, imaginez l'IA. L'IA, ça permet de faire une calculatrice, ça fait des maths, une IA, ça peut faire bien plus. Déjà, ça peut résoudre entièrement le problème de maths sans même avoir besoin de faire des calculs. Tu mets juste l'énoncé du problème et ça résout. Ça peut répondre à des questions complexes, ça peut traduire des textes, ça peut en écrire au complet. En bref, on pourrait être emmené à ne plus du tout utiliser notre cerveau et à juste se fier sur l'IA. Et donc à rester complètement idiot. Et pour moi, c'est pas souhaitable. Et si vous ne me croyez pas, je peux vous citer un exemple qui m'est arrivé la semaine dernière. J'étais en classe avec une de mes amies, et là, elle me regarde, elle me dit « Ça fait combien 4 fois 2 ?» Moi, je la fixe en mode « T'es sérieuse ?» Et elle me dit « Bah quoi, j'ai pas ma calculatrice. » 4 fois 2. On est rendu là. Ça fait 8, hein, si jamais quelqu'un ne savait pas. Ça peut être aussi beaucoup moins direct. Par exemple, je suppose que je vais choquer personne en disant que l'abus de temps d'écran peut être nocif pour le développement du cerveau, surtout chez nous les jeunes. Eh bien, l'IA permet de rendre les écrans beaucoup plus addictifs. On peut parler de TikTok notamment, qui est addictif grâce à son algorithme qui est une IA. D'ailleurs, petite information, en Chine, TikTok a une limitation sur le temps d'écran. Donc la version chinoise de TikTok est limitée d'utilisation pour les jeunes. Alors qu'en Occident, c'est pas le cas. Donc si on a un esprit un peu tordu comme le mien, on peut se dire que la Chine utilise TikTok pour nous abrutir. À méditer. L'autre, pour moi, le plus gros problème aussi lié à l'IA, c'est son utilisation militaire. Il n'y a qu'à regarder ce qui se passe actuellement en Israël et en Palestine. L'armée israélienne utilise de l'IA pour identifier des potentiels terroristes, avec une précision de 90%. Ce qui est quand même très peu quand on parle de vie humaine, parce que les 100 personnes identifiées vont être bombardées et 10 seront innocentes. Bon, certains me diront qu'en cas de guerre, une victime collatérale pour 10 ennemis abattus, c'est pas très grave. Je ne suis pas d'accord, mais bon, chacun son avis. Mais le vrai problème, c'est la tolérance des victimes collatérales. Dans les autres guerres, quand on tirait ou qu'on bombardait des villes, on pouvait se mettre la tête dans le sable et espérer ne pas faire trop de dégâts collatéraux ou trop de victimes. Maintenant, c'est plus possible. L'IA va calculer précisément combien il va y avoir de victimes à chaque bombardement. Ce qui veut dire que maintenant, à chaque fois qu'un missile va être retiré, quelqu'un va avoir dit « Oui, ça vaut la peine que la petite Sarah, 4 ans, qui joue dans son jardin avec son chien, meure pour abattre tel ennemi du régime. » Je ne sais pas vous, mais moi ça me choque. Surtout que j'ai lu dans le Plus 972 journal, qui est un journal israélien, que dans certains cas, quand c'était des membres haut placés du Hamas, on pouvait parler d'une tolérance jusqu'à des centaines de victimes. 100 petites Sarah abattues pour tuer un ennemi. Est-ce que vous trouvez ça juste ou équitable ? Moi, non. Bien sûr, des problèmes, il y en a plein d'autres. J'aurais pu parler d'usurpation de notoriété, de deepfake, de droit d'auteur. Tiens, d'ailleurs, un petit dernier pour la route, c'est cadeau. Avec l'IA, on peut tricher en évaluation. Bon, ça peut paraître anodin quand on est au secondaire, mais est-ce que vous avez vraiment envie de vous faire opérer par un chirurgien qui a réussi ses études grâce à ChatGPT ? Moi, non. On va pouvoir finir ce concours avec ma dernière partie, la partie joyeuse. Donc les fins du monde, dystopie et tout ça lié à l'IA. Quand on passe fin du monde et intelligence artificielle ou robot, on pense généralement à la même chose, ce qu'on voit dans les films d'action à la Terminator, la fameuse singularité. La singularité, c'est quoi ? C'est quand les IA ou les robots se rebellent contre l'humanité, prennent le contrôle de tout ce qu'elles peuvent et cherchent à nous exterminer. Bon, pour moi, c'est très peu probable, mais selon certains futurologues, ça pourrait arriver d'ici 2030-2045. Ça vaut ce que ça vaut, c'est des futurologues. Mais c'est pas ce qui m'inquiète réellement. Non, moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est le risque d'abrutissement de la population. Comme je disais tout à l'heure, admettons que cette génération qui a été abrutie par TikTok et par ChatGPT arrive au pouvoir. Qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle pourrait faire n'importe quoi avec le budget, déclencher des guerres à tout va. L'humanité pourrait s'effondrer sur elle-même à cause de ça, bien plus vite qu'à cause de l'IA. Après tout, on est toujours notre plus grand ennemi. Mais bon, ça c'est drôle, on peut encore rigoler, c'est pas arrivé. On se fait des films, ça peut être drôle. Mais des gens qui vivent dans une dystopie à cause de l'IA, ça existe déjà. D'ailleurs, une dystopie, pour ceux qui ne savent pas, c'est un futur, c'est l'inverse d'une utopie, donc un futur, mais qui n'est pas du tout souhaitable. Une société qui ne fonctionne pas, ce genre de choses. Donc je vais vous parler, peut-être que vous avez déjà entendu parler du crédit social chinois. En gros, c'est un outil qui permet au gouvernement chinois de contrôler sa population sans avoir besoin d'impliquer la police ou d'avoir de règles strictes. Comment ça marche ? En gros, il surveille la population grâce à des IA et des caméras, et il leur attribue des points ou leur enlève en fonction de leurs actions. Encore une fois, c'est une façon de manipuler la population. Donc on va faire un petit jeu, je vous invite à fermer les yeux et à vous laisser guider. Admettons que vous êtes un citoyen chinois lambda. Vous vous réveillez un jour, vous n'êtes pas de bonne humeur, ça arrive. Vous sortez, première chose que vous faites, vous prenez votre téléphone et vous envoyez un message de propagande pour le gouvernement chinois, comme ça vous gagnez des points et vous payez moins cher votre ticket de bus. Vous sortez de chez vous, vous voyez une grand-mère qui essaie de traverser la route, vous l'aidez, non pas par gentillesse mais par pure hypocrisie, vous savez que vous allez gagner des points en le faisant.
Vous prenez le bus pour aller au travail, à moitié prix parce que vous êtes un bon citoyen. Après le travail, vos collègues vont boire un coup. Vous aimeriez bien aller avec eux, mais vous ne le faites pas parce que vous savez que si le gouvernement vous voit en train de boire de l'alcool, vous allez perdre des points. Du coup, vous rentrez chez vous. Vous n'aimez pas ce système, vous auriez envie de le critiquer, de cracher au visage du gouvernement chinois, et vous ne pouvez pas parce que sinon vous allez perdre des points, vous ne pouvez plus prendre le bus, vous ne pouvez plus quitter le pays. Vous n'avez pas envie que ça arrive. Voilà, c'est ça la réalité d'actuellement près d'1 milliard de personnes, soit 1/10 de la population. Tout ça grâce à l'IA. Mais bon, après tout, on va nous dire que la Chine est une démocratie, où les gens sont libres, ils ont le choix entre obéir ou être punis pour ne pas l'avoir fait. C'est ça la liberté. En conclusion, je me permets, j'espère que vous comprenez pourquoi je suis pour la réglementation de l'IA. Et si vous vous demandez pourquoi réglementer et ne pas interdire complètement la technologie, c'est très simple. Premièrement, c'est extrêmement dur de l'interdire complètement. Il faudrait bannir les réseaux sociaux, il faudrait bannir Netflix, il faudrait bannir Google Home. Et puis, en elle-même, la technologie n'est pas mauvaise. Aucune technologie ne l'est, comme les réseaux sociaux dont parlait Thomas Froh. C'est l'utilisation qu'on va en faire qui va déterminer si elle l'est ou non. On peut aussi utiliser à très bon escient, on peut en faire en médecine, en microbiologie, en agriculture pour maximiser les rendements. Il y a un potentiel incroyable pour nous faire avancer. En fait, moi, je vois l'IA comme une espèce de corde qui serait tendue à l'humanité. Maintenant, c'est à nous de décider si on va s'en servir pour se tirer vers le haut ou si on va préférer se prendre avec. Alors, désolé, j'ai pas fini, hein, désolé cassé. J'ai décidé, moi, d'avoir foi en l'humanité. Après tout, comme l'a dit un certain Albert Einstein, l'intelligence artificielle ne fait pas le poids contre la stupidité naturelle. Merci de m'avoir écouté. Là, vous pouvez applaudir. Alors Thomas, une chose est certaine, c'est qu'on ne vit pas un génocide intellectuel ici. On apprend beaucoup, encore une fois. J'utilise pas TikTok, ça doit être pour ça. Pardon? J'utilise pas TikTok, ça doit être pour ça. Ah, ben peut-être, oui, ben moi aussi. Je te félicite pour, encore une fois, une bonne maîtrise du texte. Encore une fois, j'en ai appris beaucoup, même que j'ai appris d'autres mots. Je serais tentée à dire comme toi, là, on devrait effectivement légiférer, parce que c'est un petit peu inquiétant ce que tu nous racontais. Merci. Ben, bravo aussi. L'utilisation de l'humour dans ce cas-là, le sujet s'y prêtait un peu, même malgré qu'il y a un côté très inquiétant, mais tu l'as très très bien fait aussi. Tu nous as fait rire pour un sujet qui porte à réflexion très profonde. C'est beau. Merci beaucoup. Félicitations. Ton titre était accrocheur et j'ai resté accroché auprès de tes paroles tout le long de ta présentation. Fait que félicitations. Merci beaucoup. Pour le titre, ça aurait été peut-être un peu mieux s'il avait été affiché, parce que là, c'était un peu dur, je pense, pour les gens qui ne l'avaient pas vu. Mais bon, c'est pas grave. Alors voilà, on ne s'est pas ennuyé. Maintenant, mesdames et messieurs les juges de la Cour d'appel, vous avez une réflexion à faire. Donc, on va laisser notre jury délibérer dans la salle des artistes et lorsque vous serez prêts, vous me ferez signe et on reviendra pour votre décision. Mesdames, Messieurs les juges, vous avez délibéré et vous êtes rendus à une décision finale pour choisir nos 3 personnes qui vont recevoir les prix. C'est très ingrat. Oui, je sais, effectivement, parce que c'était excellent du début à la fin, donc c'est pas facile. Tout le monde Mais tout le monde est gagnant, c'est certain que tout le monde est gagnant d'une certaine manière, là. Alors, M. Gagné? Bon, je l'ai dit tantôt, puis c'est vraiment pas un caprice. Hein? Il n'y a pas de perdant aujourd'hui. Puis ça a été vraiment très difficile de départager les 6 concurrents.
faudrait peut-être penser une autre formule à un moment donné. Parce que c'est la 3e année, Alain l'a dit, puis je vous dis pas ça pour vous faire plaisir. De toute façon, il y en a qui m'ont vu l'an dernier. Puis il y a 2 ans à l'an dernier, il y avait eu une augmentation du calibre. Puis de l'an dernier à cette année, il y a aussi eu une augmentation du calibre. Il n'y a pas eu de présentation faible aujourd'hui. Puis on a beaucoup appris dans les 6 présentations. Puis déterminer 1, 2, 3. Puis je vous dis aussi, là, je vais présenter les 4, 5, 6. Puis voyez pas ça comme 4, 5, 6 parce que passé la 3e position, on a fait des observations, mais on n'a pas voulu faire de classement. Donc, peu importe l'ordre dans lequel je présente 4, 5, 6, ne voyez pas ça comme il y a un dernier, il n'y en a pas de dernier. On ne l'a pas déterminé. Bon, je commence par 3e ou 1, 2, 3 ou 3, 2, 1? 3, 2, 1. OK, vous voulez vraiment... OK, on va essayer de ne pas me mêler. Bon, 3. Donc, Kimberly Fulham Savoie, 3. Puis, dites-vous que aussi, je vais passer des remarques qui sont aussi les remarques de mes collègues. On n'a pas... C'est pas exhaustif, c'est un résumé, là. Kimberly, ce qu'on a aimé, c'est que c'est un sujet qui est au ras des émotions, mais qu'elle a su amener plus loin par la force des images puis la documentation qu'elle a amenée. Son débit était une force aussi. Puis les exemples régionaux qu'elle a réussi à étayer avec des arguments. Puis on n'avait rien contre les sujets universels, là, vous le verrez. Mais ça a été cette capacité-là d'amener des exemples régionaux et de les documenter, bien, ça a été un des éléments qu'on a retenu là, pour lui donner la 3e position. Bon, 2e position. Océane Cyr. Je l'ai dit pendant les présentations, puis je le répète, les qualités qu'on a vues ne sont pas nécessairement limitées à la description que je donne. Dans tous les cas, il y a eu une bonne recherche, puis beaucoup de sources aussi. C'est un peu renversant. Je sais que les moteurs de recherche facilitent notre capacité à dénicher des bonnes sources, mais il faut aussi bien les choisir. Puis ça a été un élément qui a fait la force de la présentation d'Océane et de toutes vos présentations, j'insiste. Donc, argumentaire solide, la mise en contexte politique. Moi, je gagne ma vie avec la langue française, avec un peu plus, mais la langue française est toujours au cœur de mes journées. C'est beaucoup le cas de Linda aussi, puis d'Eliane dans une certaine mesure parce qu'elle est en communication. Donc, vous aviez juste à pas nous choisir. Mais c'est sûr que ça vient nous chercher un peu, mais c'est pas juste la question que le sujet vienne nous chercher. Il faut encore le pousser un peu. La mise en contexte politique qu'a fait Océane était un point fort de sa présentation. Son débit est un tout petit peu rapide, là. On vous critique pas, mais on vous fait des remarques à l'occasion, parce qu'on sait que vous allez amener ça plus loin. Vous avez tous la capacité d'amener ça plus loin. Bon. Je vais arrêter pour ça. Bon. Numéro 1. On a choisi Adama Maria-Langlois. Elle est allée assez loin dans ses opinions, ce qui demande un peu de front, là. Mais elle est aussi... puis elle a donné dans l'idéalisme, elle a vu ça comme elle s'est excusée un petit peu de son idéalisme dans la présentation. Il ne faut pas s'excuser de l'idéalisme quand on a 15, 16 ou 17 ans, là. Il faudrait que ça soit contagieux, puis qu'il y ait plus de monde qui reste idéaliste plus longtemps. Ça, c'est mon petit côté éditorial. Donc,
courage des opinions, conscience de l'idéalisme, exemples personnels aussi qui ont été trouvés. Elle a fait référence au pays de ta mère. Puis beaucoup de documentation aussi, là, on l'a vu, par rapport aux abus des enfants, présentation d'une situation qui se passe dans les pays comme le Bangladesh. Remettre en contexte ici les enfants de 14 ans qui ont pas... C'est 10 ou 17 heures par semaine? Ici au Québec, les enfants de 14 ans? 17 heures maximum, OK. J'ai appris encore. Je pensais que c'était 10. Donc, exemple personnel, la logique, débit, fluidité, invitation à réfléchir aussi, ça c'est bien. Et beaucoup d'exemples concrets. Donc, vraiment félicitations. Là, je vais passer au gars. Sans ordre particulier. Thomas, exceptionnel, aucune note. Oh, pardon, oui, c'est vrai. Thomas Puget. Vraiment exceptionnel, arrivé sans soutien de notes, pas de PowerPoint, pas de... Vraiment, c'est assez exceptionnel. Garder son idée aussi. Donc, l'humour comme arme dans un sujet qui est très invasif, on pourrait dire, dans nos vies, l'intelligence artificielle. Des bons exemples, beaucoup d'assurance. Parler de génocide intellectuel quand on est au secondaire, c'est audacieux. Petite remarque, ralentir un tout petit peu le débit. C'est là des fois que je pense qu'on avait de la misère. Par définition, les juges, il faut qu'ils restent concentrés. Là. Mais juste une petite affaire, parce que tu as tous les éléments pour nous amener plus loin, puis tu nous as amené plus loin aussi. Voici William Sweeney, de Passepébiac, qui faisait face à l'armada de Chandler. William, même très bon débit, et même si des fois, je pense que tu l'as remarqué, tu t'es un petit peu, je vais dire enfargé, là, c'est pas le mot que je voulais idéalement sortir, mais ça t'est arrivé, mais tu revenais toujours, tu réussissais à garder le focus même quand tu l'avais perdu un petit peu. Très bonne recherche aussi, plusieurs sources. C'est pas une recherche paresseuse où tu t'en es remis à une seule source. Tu es allé voir, en tout cas je présume, là, parce que ça m'arrive de suivre un peu le sport, puis c'est un sujet qui est pas facile, qui est pas très populaire, parce que le sport, c'est un peu l'opium du peuple. Puis quand on le critique, des fois, on peut s'attirer pas mal des baffes virtuelles. Là. Donc, on a appris, moi j'ai appris, je suis ça, les Jeux olympiques, puis je les critique aussi, puis tu as poussé ça plus loin. Donc, tu nous as amenés ailleurs. Un petit peu de gestion du stress, puis le calme aussi, là. C'est très, très difficile parce que je sais que vous avez probablement pratiqué beaucoup. Dans le cas de William, je ne le sais pas, mais je sais que dans le cas de Tony, il sort le fouet, puis... Donc, je ne sais pas qui supervisait William, c'était vraiment très bon, mais c'est une chose de le faire à l'école, c'est une autre chose de le faire devant un auditoire, puis c'est un petit conseil, puis c'est très constructif, mais c'est sûr que juste baisser un tout petit peu le stress, puis rester calme. Imagine qu'on est tous en bobette. C'est toi qui as le contrôle. Donc, ça va t'aider à faire passer le message un petit peu mieux. Puis, il reste l'autre Thomas. C'est pas l'autre Thomas, là. C'est Thomas. Thomas, félicitations. Sujet pas facile. Regarde, ça fait 35 ans que je suis en journalisme, puis la démocratie, c'est presque mon inquiétude. Il y a des amis qui m'ont demandé, il y a 10 ans à peu près, c'était quoi mon inquiétude existentielle, puis je disais la protection de la démocratie. Fait que quand je vois quelqu'un qui choisit ce sujet-là, à ton âge, je suis bien impressionné parce que moi, à ton âge, j'aurais pas été capable de faire ça. Même si j'avais pas on n'avait pas, et de loin Google, là,
en 1976, quand j'étais 76-77, j'ai fini l'école secondaire en 77. Donc, la solution, sensibilisation à l'école, à l'éducation, c'est vraiment très cohérent, texte riche, grande recherche encore là. Juste un tout petit peu saccadé, puis un petit peu rapide, c'est la nervosité, la sacrebleu de nervosité. Ralentir là aussi, mais comme je l'ai dit, il n'y en a pas de perdant. Je suis vraiment impressionné. Vraiment, vraiment impressionné, puis je vous félicite tous. Voilà. Non, c'est vous autres. Donc, excellente rétrospective, je crois, de la part de nos juges. Merci, M. Gagné, pour ces bons conseils. Alors maintenant, on va procéder à la dernière étape, la remise des prix. Donc, je vais demander à Mme Joseph, qui est représentante des Caisses populaires Desjardins, de venir remettre le premier prix. Je vous remercie. Adama, ça me fait plaisir, au nom de Desjardins, de te remettre un montant de 500 $ pour ta belle prestation que tu as faite cet après-midi. Félicitations. Félicitations encore. Maintenant, Océane Cyr. Océane se mérite une bourse de 300 $ pour la belle prestation également. C'est très important. Félicitations. Et Kim Burley.